Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme c'était annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Sadiq Salam. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel que vous connaissez maintenant après plusieurs interventions concernant les noms dits de l'islam en France. Bonjour, mais je vous remercie. Écoutez, le plaisir est pour nous et comme ça a été annoncé la semaine dernière, on a arrêté l'émission parce que le temps est terminé et c'était toujours la même question, les dérives affairistes et sécuritaires de l'émission Islam sur France 2. Et on s'est arrêté la dernière fois, donc dimanche dernier, sur le rôle et la relation entre M. Mohamed Bouchari et l'avocat de Paris. Bon, alors, l'émission s'appelait l'émission islamique au départ. Et maintenant, on l'appelle l'émission dite islamique, ou islamique entre guillemets, voire même anti-islamique. Et il faut s'interroger sur le processus qui a amené la partie informée de l'opinion musulmane à parler ainsi, sans que cela ait de l'effet sur les mouchards du DRS algérien qui régentent cette émission. Et on a parlé de l'intrusion de Sarkozy lui-même, qui a ordonné à Christophe Baldelli, le directeur de France 2 à l'époque, parce qu'il avait été dans son cabinet au ministère du Budget, il l'a convoqué, il a trouvé dans son bureau l'avocat dont on a parlé, et il lui a dit, Christophe, l'émission islamique, tu vas la faire avec mon ami Intel. Comme ça, en pointant, c'est un ordre. Donc c'est une désignation tout à fait autoritaire à des fins purement politiciennes et électorales. Mais il faut qu'on revienne un peu plus en arrière parce que la première dérive affairiste remonte au début des années 90, sur laquelle il faut revenir pour souligner l'importance de l'utilisation des pseudo-intellectuels et des pseudo-soufis. À l'époque, il y avait un certain Abdelaziz Tolbi qui avait une maison de production au Koweït et qui s'est retrouvé le bec dans l'eau à partir du 2 août 1990, donc entrée des troupes irakiennes à Koweït City. Et son compte bancaire, qui était en dinars koweïtiens, a été transformé en compte en dinars irakiens, c'est-à-dire qu'il a chuté de 10 à 1. Donc c'est un coup dur pour tous les affairistes qui étaient là-bas. Alors il a tourné à droite et à gauche et puis il a vu qu'il pouvait rebondir et faire des affaires grâce à l'islam en France, où il n'y a pas de vigilance, où c'est un pays conflit, quand on dit ville ouverte en temps de guerre, c'est-à-dire tout est permis. Or, l'islam en France, c'est une ville ouverte à tous les vents, n'importe quel charlatan là, qui cite quelques versets du Coran, quelques hadiths et qui tourne quelques phrases, on l'admet et il se fait bénir en haut lieu. Bon. Ce Abdelaziz Tolbi est venu, il propose ses services pour améliorer l'émission islamique. Soi-disant, fils Abilillah. Gracieusement. Ben Thabet, à l'époque, me demande d'aller le voir. J'ai déjà raconté ça. Et par un pur hasard,
j'ai rencontré une amie qui avait travaillé, née en France, mais qui avait travaillé 2 ou 3 ans dans le journalisme en Algérie, puis la loi du retour, dans l'autre sens, est appliquée à elle, comme à beaucoup de gens. Et je lui dis, est-ce que tu connais Abdel? Elle m'a dit, mais je ne connais que lui. Il a fondé une association de production, une société de production appelée Tipaza, qui a été radiée par le ministère pour irrégularité, trafic, fraude fiscale, etc. Tout ce qui est permis en Orient. Et il vient, alors, moi je l'ai rencontré poliment, il m'a fait une très mauvaise impression à cause de son bluff. Par exemple, il m'a dit, oui, moi j'ai le soutien du président Chadli, si vous m'acceptez pas comme coproducteur, Chadli, par un coup de fil, va appeler Mitterrand pour faire disparaître cette émission. Comme ça, c'est des bluffs qui marchent en Algérie et en Orient. Donc, moi, j'ai rendu compte à Bentabet, il m'a dit, oui, c'est l'impression qu'il m'a mis, mais après, j'ai su, sur le tard, qu'il avait déjà rencontré Bentabet avec le colonel Snoussi, un colonel tout à fait respectable, mais qui était dans les affaires, et il leur avait donné son accord en échange de bakchiches assez substantiels, puisque le responsable de l'émission islamique qui traînait le diable par la queue jusque-là a acheté un grand pavillon en banlieue parisienne, et on suppose, j'ai pas le temps d'enquêter moi sur cette bande de trafiquants, mais je suis à peu près sûr que c'est ce versement qui lui a permis de passer d'un petit 2 pièces à un grand pavillon. Bon. Et ensuite, c'est le conseiller au culte, en 2 mots, des ministres socialistes successifs, qui a commencé avec Jox, mais après il m'a dit, moi j'ai manipulé les ministres qui sont venus après Jox. Jox ne se faisait pas manipuler, il se flattait d'avoir manipulé Marchand, par exemple. Il n'est pas resté très longtemps. Après, il a manipulé Quilès, il lui a fait signer une lettre à Bourges, soi-disant ami de l'Algérie, mais qui sait ce que c'est que le bakchiche et la France-Algérie en un seul mot, et il lui a demandé de faire l'émission avec un groupe de 11 qu'il a choisi après m'avoir consulté. Moi j'ai refusé de faire part. Je savais qu'un interventionnisme d'un État laïque qui charge de l'islam quelqu'un qui vient du Parti socialiste ne peut être que catastrophique. Et il met parmi les 11 Ahmed Baba Miské, qui était venu le voir au ministère en présence de Tolbi. Mmh. Et il a caché ça pendant des années. C'est pour ça que c'est fatigant. Ce sont des gens cachotiers. Ils ont fait de l'islam un secret d'État pour les besoins de leurs propres affaires personnelles, individuelles. Et Baba Miské venait d'être viré de l'UNESCO et il s'est retrouvé au chômage. Et ben son ami au Polisario, parce que ce conseiller ne croit qu'à une seule cause, il a trahi toutes les autres, y compris celle du PS. Il ne croit qu'à la cause du Polisario. Or, Baba Miské a été un délégué du Polisario à New York. Et le but de l'opération, de l'interventionnisme béni par Quilès, c'était de placer Baba Miské tout en sachant qu'il était le poisson pilote de Tolbi. Cet affairiste venu du Koweït qui disait, moi, avec du bakchiche, j'obtiens tout ce que je veux. Il se flattait comme ça avec un narcissisme tout à fait infantile. Bon. Et là, Baba Miské se trouve intronisé et il a fini par trafiquer des papiers pour obtenir le titre de producteur délégué. Ça rapportait l'équivalent de 5 000 euros maintenant. Bon. Or, Tolbi, il a signé un contrat, mais des plus illégaux. Il a signé un contrat avec Connaître l'Islam pour dire qu'il apporte gracieusement sa contribution à l'amélioration des émissions, mais un article du contrat insiste sur le fait que sa société de production, France Méditerranée Production, qu'il a créée pour les besoins de ses trafics, il faut que ça sorte au générique. Et ce fut fait. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les enregistrements, il va dans les pays du Golfe, où il leur dit, voilà, moi je suis sur une chaîne de service public,
en France, etc. Si vous me donnez les moyens, je vais produire d'autres émissions pour d'autres chaînes pour combattre l'influence sioniste en Orient. Et avec ce bavardage, il a obtenu au moins 300 millions de dollars, notamment du Qatar. Bon. Et il fait appel pour la présentation de l'émission à Ghal Benchir, dont il connaissait le père. Or, Ghal Benchir a eu l'imprudence d'avoir comme premier invité un certain Bruno Guiderdoni, qui se disait musulman, j'ai oublié le prénom qui s'est octroyé, et d'inviter Bruno Guiderdoni s'est trouvé présentateur. Et il a viré celui qu'il a invité, c'est-à-dire Ghal Benchir. Eh ben. Oui. Et il se disait soufi. Et je ne pense pas que Tolbi ait trouvé ça tout seul. Parce que maintenant, avec ce que nous savons, après la création de l'Association nationale des Zaouïas par le général Belkhir en Algérie pour combattre l'islam politique, et après ce que m'a raconté un ancien conseiller de Karim Lamrani au Maroc, quand il était Premier ministre. Oui, exactement. Et il m'a, quelqu'un qui a vu mon livre, il a cherché mes coordonnées, il m'a invité. J'ai appris en 2 séances ce qu'on n'apprend pas en 10 ans, vu les cachotteries de l'islam de France. Eh ben. Il m'a dit à la même période que nous avons reçu du DRS algérien une note recommandant une concertation maghrébine pour lutter contre la montée de l'islam politique en faisant la promotion d'un néo-maraboutisme, des Zaouïas. Et Belkhir a créé l'association des Zaouïas, qui était, après Bouteflika l'a enrichi par un coup de dizaines de milliards, etc. Et le rapport a été écrit avec une machine Olivetti ancienne machine à écrire. Pas de publicité, M. Sellam, hein? Olivetti. Oui, mais Olivetti, c'est pour les pauvres. Je plaisante. Mais il m'a dit le même rapport, nous l'avons reçu, tapé par traitement de texte, de la DST française. D'accord. Et c'est la DST qui l'a envoyé en premier au DRS algérien, qui était son interlocuteur privilégié. Et de son rapport dit, il faut une concertation d'abord maghrébine, ensuite franco-maghrébine contre l'islam politique. Et ça devrait passer par la promotion des Zaouïas. Et du côté français, on promettait de mettre les Zaouïas en contact avec la maçonnerie, avec les loges franc-maçonnes. Dans le candidat proposé par le grand rabbin pour être grand imam de France et ne cache pas son appartenance à la maçonnerie. Je ne cite pas son nom. Hein. Et d'autres encore. Et si Tolbi a choisi Bruno Guiderdoni, c'est parce qu'il fréquentait Belkhir et cet entourage qui lui ont dit le néo-maraboutisme, il n'y a que ça de vrai. Or, Bruno Guiderdoni avait un parcours sur le soufisme très très superficiel. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, si on lui parle de Bishr al-Hafi ou Sari Sakati, il dit vous parlez de quoi? Donc, et c'est comme ça qu'il avait un double versement, le versement par France 2, qui devenait conséquent, mais Tolbi, avec FMP, lui versait un salaire qui dépassait celui qu'il avait quand il s'occupait d'astronomie. Et moi, je le connaissais un peu, je l'ai rencontré par hasard, je l'ai mis en garde, je lui ai dit, c'est un trafiquant, menteur. Il m'a dit, je sais, mais il vaut mieux que ce soit moi que quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est la politique de là que je m'y mets. Bon. Et après, quand il y a eu... donc, c'est une émission qui a été politisée volontairement dans ce contexte de la lutte anti-islam politique, et on croyait que les éléments de langage de ce Guiderdoni allaient suffire à faire reculer l'islam politique. Or, Guiderdoni, le ministère de l'Intérieur lui-même s'est trompé sur son appartenance au soufisme, parce qu'on a découvert qu'il appartenait en fait à une petite secte qui se réclame de Fritjof Chouan, qui était un grand bonhomme, un grand penseur religieux, philosophe, mais qui s'autorisait à distribuer le Word, comme on dit, s'est mis à recruter des disciples
au nom de Cheikh Ahmed Al-Alawi, le fondateur de la Zawiya de Mostaganem. Or, le Cheikh Al-Alawi, à la fin de sa vie, a désavoué. Il a reçu Chouan, ils ont pris ensemble, il a béni, mais il l'a pas autorisé à recruter. Donc, la petite secte dont se réclame Bruno Guiderdoni, c'est une secte schismatique très douteuse et contestée. D'ailleurs, Alain Billon, là, quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, il était vraiment charmé par Guiderdoni et sa secte, qui était basée en Italie. Mais quand on lui a dit que ça allait créer un problème avec Khaled Bentounes, sur lequel le ministère misait beaucoup, eh ben, il est revenu sur, il a révisé en baisse sa séduction. Et Bruno Guiderdoni, pendant des années, il a participé à une grande mystification en se réclamant d'un institut, je cite, il faut ouvrir toutes sortes de guillemets, Institut des hautes études islamiques. Or, l'institut, c'était quoi? C'était un chalet dans les Alpes où les membres de cette secte se réunissaient, notamment pendant les vacances, pour des séances de dhikr. Bon, le dhikr, c'est très respectable. Khayrul Azkari tilawatul Qur'an, dit le hadith. On peut faire du dhikr dans un petit 2 pièces chez soi. On n'a pas besoin d'un intitulé mensonger comme celui-là est trompeur. Et celui qui est tombé dans le panneau, c'est le frère Kamal Khoptan, pourtant très avisé habituellement, parce que Khoptan, il a quand même le mérite d'essayer de passer de la prière à l'enseignement, à la formation. Donc, quand il a entendu parler d'Institut des hautes études islamiques, il a fait appel à ce Bruno Guiderdoni, d'autant plus qu'il a été affecté à Lyon pour s'occuper de l'astronomie. D'ailleurs, quand le regretté Ali Marad a entendu parler de son arrivée, il le voyait à la télévision, il a dit qu'est-ce qu'il fait dans le civil, ce Guiderdoni, quand il s'occupe pas du pauvre islam? On lui a dit de l'astronomie. Ah, il a dit, il peut être utile pour la Ummah 2 fois par an, la fin du mois de Chaban et la fin du mois de Ramadan. Il va mettre fin à cette cacophonie sur le calendrier hégérien. Parce que Merad, qui regardait régulièrement l'émission islamique, était consterné par la médiocrité des contenus et des répétitions sur le béaba du soufisme de grande surface. C'est pas le soufisme approfondi. Et ce soufisme, on s'en contente dans les milieux bien pensants islamo-européens, sans chercher à approfondir. Donc, Kamal Khoptan a fait appel à lui en croyant, en parlant même d'une concertation, coopération entre son institut dont il préparait l'ouverture à Lyon et ce chalet dans les Alpes. Mais après, il a découvert que c'était qu'un chalet. Et une séance de dhikr, c'est pas de la recherche, c'est pas de l'enseignement. Donc voilà quelqu'un qui a sévi pendant 6 ou 7 ans via l'écran, par un bagou et des éléments de langage très superficiels sur le soufi, mais qui a contribué à une des plus grosses mystifications, et il reste le symbole de l'utilisation de... on peut le considérer comme intellectuel, même s'il doit améliorer son digne, mais un affairiste trafiquant et qui a fait de la prison par la suite. Quand quelqu'un comme Guiderdoni, uniquement pour l'argent et pour le narcissisme que crée l'apparition à la télé, il se met au service, c'est un désespéré des intellectuels. Heureusement que c'est pas un vrai intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui garde son autonomie. Il joue pas à l'intellectuel de service en échange d'un plat de lentilles. Et donc voilà le détail là qu'on a oublié la dernière fois. Mais après, quand Mochan est arrivé à Mochan, c'est celui à qui il faut rendre hommage. Il est mort, paix à son âme. C'est celui qui a essayé de prendre le taureau par les cornes, mais il a été saboté par les jospinists dans le gouvernement de la gauche plurielle. Parce qu'il venait de la Cour des comptes. Quand il s'est renseigné sur les trafics de Tolbi, de Baba Miské et avec la complicité de Bruno Guiderdoni, il a appris que contre les 300 millions obtenus
dans les pétromonarchies par Tolbi ont été dilapidés par des achats de fermettes. C'est ce type qui mélangeait les torchons et les serviettes. Là. Il investissait dans l'agriculture, dans l'immobilier, peut-être que la cocaïne, peut-être s'il en avait la possibilité, comme certains généraux algériens et marocains. Quand il a dilapidé l'argent, il a pris un avocat pour réclamer qu'on lui paye toutes les émissions où figure le sigle de sa maison de production. Alors que le contrat stipulait offert émissions produites gracieusement. Après, quand France 2 résistait, il leur a dit « Mais je vais vous dénoncer parce que vous avez signé un contrat illégal. Il n'y a pas de fourniture faite gracieusement. » Et France 2 a négocié un compromis où on lui a versé 500 millions de centimes, c'est-à-dire 5 millions de francs. D'accord. Et quand Didier Mochan a pris connaissance de ce dossier, il a décidé de renvoyer tout ce monde-là, sauf Baba Miské. C'est là la faille de Baba Miské, c'est celui par qui la dérive affairiste a vraiment eu lieu à une vitesse vertigineuse. Mais malgré ça, Bruno Guiderdoni est venu proposer ses services pour qu'on le garde, parce que la télévision, ça rend fou, a écrit un grand spécialiste. Et lui, il considérait que la mort cathodique, c'est la mort tout court. À partir du moment où on le voit plus à la télé, c'est fini. On le salue plus dans le métro, etc. Et c'est Havidi, là, qui n'est pas mieux que lui, qui m'a raconté, il m'a dit, il est venu m'implorer et Havidi a été placé à Vive l'Islam par un ancien commissaire des renseignements généraux. Voilà, pour récompenser ses mouchardages. Mais bon, comme il est venu me consulter, il savait pas comment fonctionnait l'émission, je l'ai mis en contact avec Mohamed Arou, qui était interdit de passage à l'émission pour des raisons de fanatisme, de fermeture et d'ostracisme. J'ai mis 3 ans pour obtenir l'autorisation d'enregistrer 4 émissions avec Mohamed Harkoun. Et ce furent les dernières, quand j'ai dit adieu à cette bande, au moment où on a intronisé Baba Miské et Tolbi. D'accord. Or, il faut rappeler la haute philosophie, de haute inspiration de Guiderdoni. Je sais que c'est un trafiquant, mais il vaut mieux que ce soit moi qui sois avec lui que quelqu'un d'autre. Ensuite, quand celui qui lui versait du bakchich se trouve viré, il vient implorer les remplaçants pour qu'on le maintienne. Et on m'a dit qu'il sévit encore il gravite autour de la mosquée de Lyon. Si la mosquée de Lyon veut progresser, Kamal Roptan a un vrai projet, et moi je lui souhaite d'avancer, mais c'est pas avec un charlatan comme celui-là. Il me reste 8 minutes, Monsieur Sadak Oui, Slem. alors, maintenant, tous les sujets mènent vers Béchari, comme tous les chemins mènent vers à Rome. Ah, pas la Mecque, j'espère. Oui. Alors, Béchari, à l'époque, quand il était grisé par la victoire de la FNMF au CFCM de 2003, il m'a dit, j'ai le contrôle des émissions, et dans la commission, des commissions, dans la commission audiovisuelle. Je lui dis, ça tombe très bien, elle va être acceptée comme la tutelle de l'émission islamique qui n'avait pas de tutelle comme les écrits. Il a signé, il a un papier où je lui ai rédigé moi-même pour réclamer la tutelle. Mais il a été, comme ça s'est ébruité, le fameux avocat a eu vent de notre rencontre, supposée secrète, mais le secret n'est pas gardé 24 heures dans le landerneau islamique, parce que j'ai plein de mouchardages, de gens qui proposent leurs services. Je ne sais pas s'ils sont aidés par les écoutes téléphoniques, je ne crois pas. Et il l'approche, il lui dit, mais tu vas perdre ton temps, toi, avec l'émission islamique. Parce que l'avocat se sentait menacé par ses privilèges. Il venait d'être intronisé par Baba Miské, par Sarkozy. Et il a fait venir le protégé de 2 autres généraux, Jeloul Bekoura, qui se réclamaient pour intimider les autres, du général Touati, un éradicateur qui mérite d'être déféré devant la Cour pénale internationale, et le général Kouvir, qui va rendre compte à la justice algérienne, à la prison militaire de Blida.
Lui, il était le protégé de ces deux-là. L'avocat était le protégé d'un petit colonel qui est aussi en prison. Et il lui dit, non, il y a le projet de fondation créé par Dominique de Villepin, la FOIF, la Fondation des œuvres de l'islam en France, dont Béchari était un des vice-présidents. Et Béchari, il se glorifiait de me révéler qu'il a saboté les efforts de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, après la création de la fondation, après la nomination de Béchari comme vice-président, il a écrit à tous les donateurs pressentis par Villepin pour leur dire méfiez-vous de l'État laïque, on n'est pas sûr de la transparence, et puis il n'y a pas de habous dans un État laïque. Et autant, il vaut mieux les adresser à l'Institut Avicenne que je suis en train de lancer. Et c'est pour ça que le Qatar, qui voulait faire plaisir à Villepin, s'est mis à financer les menus plaisirs et les loisirs de M. Béchari, au nom d'un institut bidon. Et comme il lui a dit qu'il va y avoir tant de millions d'euros promis par Dassault à la fondation, il lui a dit, tu es le plus jeune, Dalil est gâteux, Dalil est malade, Dalil va partir, tu es le mieux placé pour présider la fondation. Et il lui a fait miroiter ses avantages, et il a renoncé à l'assainissement de l'émission islamique, mais lui qui se croit le plus malin, il s'est fait avoir, parce que il a la patte du gain, et là où il y a de l'argent, il perd sa tête, et il dit oui. Donc il s'est fait avoir, une fois n'est pas coutume, parce que c'est lui qui a roulé les autres dans la farine. Et puis maintenant, le dernier développement, Oui. il semble bien que le couac de Béchari à Copenhague, la veille du Ramadan, était à l'origine de sa mise à l'écart, la mosquée d'Evry. Exact. Et tout le monde a remarqué et interprété son absence, alors qu'il était le maître d'œuvre de la mise en œuvre de l'application de l'OPA. Mais il y avait toute une équipe qui était présente à cette mosquée d'Ivry le jour où il est arrivé, M. Noaimi. Oui, mais il n'y avait pas Béchari. Oui, il n'y avait pas Béchari, mais il y avait des proches à Béchari. Oui, il y avait un de ces le seul qui continue à frayer avec lui, c'est Merzak al-Bakaï de la mosquée de Sevran. D'accord. Merzak al-Bakaï, là, il était dans le CRCM local de l'Île-de-France Est. Il a confectionné une carte de visite où il a mis, parmi ses titres innombrables, conseiller du ministre français de l'Intérieur. Et quand il va dans la région d'Oujda, l'équivalent du préfet de la région, comment vous l'appelez au Maroc L'Amil. L'Amil. Ouais. Eh bien, il lui fait un méchoui, il le présente dans son château comme le conseiller du ministre français de l'Intérieur. Cette organisation de l'islam, c'est la porte ouverte à tous les charlatanismes. D'accord. Par carte de visite interposée. Mais Béchari, il semble, parce que après le communiqué très bien rédigé, et on sait qu'à la mosquée d'Evry, personne ne peut rédiger aussi bien, c'est une sérieuse reprise en main par l'État marocain des mosquées qui lui appartiennent. Parce que jusqu'à maintenant, on croyait... Fort heureusement. Que Evry... Non, Meroun disait que la mosquée appartenait à l'ACMIF, l'Association culturelle des musulmans de l'Île-de-France. Or, le communiqué précise que c'est l'État marocain. Ce qui n'est pas le cas de la société la mosquée de Paris appartient à la société des Habous. Et non pas à l'Algérie. Tant que l'Algérie est financée, la société des Habous est financée par l'Algérie, on peut dire que la mosquée est algérienne. Mais ils peuvent très bien, les gens qui ont perdu leur protecteur à Alger et qui veulent changer d'alliance, ils peuvent très bien marchander avec les Émirats et introduire d'autres membres de la société des Habous de manière à assurer une majorité pour les Émiratis. L'avocat, moi je le crois capable de faire ça. Heureusement qu'il y a d'autres qui peuvent lui résister. Ce n'est pas le cas pour les mosquées marocaines. Mosquées marocaines, là visiblement il y a une reprise en main très sérieuse. Et pourvu que ça dure. Mais je pense que... Dans ce cas-là, bel et bien, il y avait une tentative dans ce sens. Oui, mais les Émirats ne se sont pas avoués vaincus. Ils sont partis à Marseille, faire des iftars. Ils ont choisi les mosquées
toutes les mosquées ont besoin de financement. Bien sûr. Tant que reste posé le problème des financements dans un État laïque, tant qu'on sabote les fondations, et tant qu'il y a des micro-États comme les Émirats qui recherchent un leadership au nom de l'islam, il y aura toujours ce genre de marchandage. Et l'État laïque, le bureau central des cultes, il est là pour compter les coups. Mais dans toutes les réceptions, on a des discours enflants sur l'islam de France. Et tant qu'il y a cette offre et cette demande, l'islam de France est reporté au calendrier. Effectivement. Donc, espérons que l'état de la gestion financière de l'islam en France prend une forme. C'est tu le veux que nous attendons avec. Mais c'est pas demain la veille là, parce qu'on a encore l'intimidation, on a la corruption, on a les gens les plus autonomes dès qu'ils entendent parler de dollars, ils veulent inviter le Cheikh Nouaimi, etc. Parce qu'ils se déplacent jamais, ils laissent des enveloppes en promettant des virements de là-bas. Une question directe, M. Sallam. Pourquoi les Émirats et notamment Cheikh Nouaimi souhaitent avoir la main sur les Les Émirats se sont réveillés tard par rapport à l'Arabie Saoudite qui essaie de jouer un rôle mondial au nom de l'islam. Eux, ils ont attendu la menace que constituaient les frères musulmans à leurs yeux pour essayer de rivaliser avec le Qatar et l'Arabie Saoudite et jouer un rôle mondial au nom de l'islam. Et ils font croire qu'ils ont la recette pour prévenir la montée des radicalismes et lutter contre le terrorisme. Mais un discours centré seulement sur la dénonciation du malikisme, c'est très maigre comme programme de lutte contre le terrorisme. Mais vu l'émoi et la peur héritée du Bataclan et des attentats de 2015, dans les milieux administratifs français, on a tendance à croire n'importe quel charlatan. Et les Émirats, ils ont commencé depuis 2-3 ans à répertorier dans le détail les mosquées dites salafistes ou supposées telles. Alors, eux, ils sont là pour combattre le salafisme. Mais ils veulent montrer aux renseignements français qu'ils sont plus capables de détecter les salafistes et ils veulent proposer une coopération policière pour obtenir une indulgence et pour qu'on ferme les yeux sur leur activisme dans toutes les grandes villes de France. Une dernière question. Mais à mon avis, ils vont se casser la gueule comme tous les autres. Une dernière question, si vous le permettez, M. Sallam, parce que le temps est là. Il y a l'autre intervenant qui m'attend. Comment vous expliquez cette absence de M. Bcharé lors de l'arrivée de M. Nouaimi à la mosquée d'Ivry? À mon avis, c'est à cause de sa déboire à la réunion de Copenhague, je crois que c'était fin avril, où on a posé ouvertement le problème de son faux doctorat. Alors, beaucoup de gens le croyaient vraiment docteur. Quand ils ont vu que c'était des mensonges, les Émirats eux-mêmes ont découvert qu'il a perdu une bonne partie de sa crédibilité. Et lui, il l'a perdu entièrement à Lille et à Tourcoing, puisqu'il y a un arrêté là qui ferme définitivement le centre de Tourcoing. Et même les Émirats ont dû ouvrir les yeux sur les fanfaronnades de M. Bcharé qui leur a promis parce que lui, il disait qu'il avait 500 ou 600 mosquées à l'époque. Il promettait de les reprendre. Or, les 500 mosquées l'ont quitté en un seul jour sur un simple coup de fil de l'ambassade de la Tasse. Donc, il doit sa puissance au soutien de Tijari Bank à l'époque et des soutiens de l'État marocain. Heureusement que l'État marocain cherche à assainir et ne mise plus sur des planches pourries comme la première vague qui a été mise au CFCM. Mais c'est surtout
un désastre pour l'islam de France. Parce que c'est lui le vainqueur, Béchari, du premier septembre. Il n'avait que le mot laïcité et islam de France à la bouche. Il avait le soutien de tous les services de police français. Et maintenant, il prend la nationalité émirati. Il envoie tout le monde balader. Et donc, j'espère que ça fera réfléchir au bureau central des cultes. Parce que des Béchari en herbe, il en existe encore. Hein. Et il faut tirer la leçon de ce désastre pour éviter d'autres formes de charlatanisme. Au nom de la religion, s'il vous plaît. À suivre, Monsieur Sallam Saddaq. Je vous dis à très bientôt. Si vous êtes disponible pour la semaine prochaine, avant l'Eid, hein, donc ça va être le dernier dimanche du mois de Ramadan. D'accord. Je vous dis ça à très peut bientôt. Éclairer l'opinion musulmane et aboutir à terme à assurer la dignité de cette religion qui est malmenée, maltraitée, qui est ouverte à tous les vents. Merci infiniment, Monsieur Saddaq Sallam, et toute personne qui souhaite rebondir sur ce qui a été dit Arc-en-Ciel, sur Radio Pluriel, le débat continue. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.